Au nord de l'île, là où la Santa Maria a pointé son étrave, les habitants du village de Yamaragua ont toujours vécu à côté d'un trésor. 21 chutes d'eau au cœur de la forêt. J'aime être au contact de la nature. J'aime sentir et respirer l'air de cette forêt qui n'est pas contaminée. J'aime cette eau car elle est fraîche. J'aime nager et j'aime aider les gens pour qu'ils se sentent bien. Les gens, des touristes, amoureux comme Guillermo de la forêt et de belles glissades. La communauté de Yamaragua a eu l'idée d'aménager son trésor naturel et de le partager avec les visiteurs. Avant d'être guide, je n'avais pas de travail. Je vivotais dans la région jusqu'à ce qu'apparaissent des touristes. Et comme je connaissais très bien les alentours, j'ai commencé à donner un coup de main aux premiers visiteurs. Puis, on a créé une association de guides. Aujourd'hui, ça fait 15 ans que je fais ça. Et j'adore ce travail. Nous sommes les gardiens de la nature. Ça veut dire que si on en prend bien soin, la nature aura une plus longue vie. Conjuguer protection de l'environnement avec un développement touristique, c'est possible selon Rafael Picardo, le responsable du site. La partie la plus importante d'un tourisme durable, c'est lorsqu'on implique les communautés dans le projet économique. Alors, elles aussi font partie de la protection de l'environnement. Jusqu'à ce jour, en 2 ans d'activité ici, nous avons atteint 80 000 visiteurs. Ce chiffre ne cesse d'augmenter et la communauté s'est complètement intégrée à la protection de la zone tout en faisant des bénéfices. Inventer un modèle de développement écotouristique, c'est tout l'enjeu pour la République dominicaine. Le sud-ouest est la région la plus pauvre de l'île. Mais sa beauté et son potentiel en font un trésor convoité par les promoteurs qui lorgnent sur des portions de plage ou de forêt.
Conscientes du danger, les autorités dominicaines ont créé 3 grands parcs nationaux. Les parcs Yaragua, Bauruco, Enriquillo, ultime frontière face à la cupidité des hommes. En 2002, ces parcs ont été inscrits au patrimoine mondial de l'humanité. C'est ici que Johan, qui dirige avec d'autres Français une petite agence de tourisme, propose aux voyageurs une balade le long des dernières plages sauvages de l'île. Ici, nous sommes sur les côtes du parc Yaragua, qui est la plus grande réserve naturelle de République dominicaine, 1400 km². Exactement ici, on est à la Punta Chimangé, entre la Bahía Las Águilas et la Playa Caliente. Alors c'est un endroit totalement préservé. On n'a accès qu'en bateau ou en 4x4. C'est la dernière plage naturelle de la République dominicaine. Et c'est aussi l'endroit où vivent les pêcheurs qu'on appelle itinérants et qui font une partie de l'année sur ces villages de la côte et qui vivent de la pêche localement. Johan souhaiterait faire de Lansasso un village de pêcheurs itinérants à la pointe sud de l'île, un vrai point d'ancrage pour ses excursions. Mais à l'idée de développement touristique, les pêcheurs restent un peu méfiants. Dis-moi, c'est quoi ton idée pour intégrer la population à tes projets et qu'elle ne se sente pas exclue? Oui, comme on l'a déjà vu dans le nord et l'est. Il y a plusieurs étapes. La première est d'abord de créer une destination et d'y implanter un tourisme durable et écologique. Moi, le principal problème que je vois ici, c'est que les pêcheurs qui viennent et qui vivent ici n'ont pas une conscience claire de ce qu'ils ont entre les mains. On observe une certaine dévastation au niveau écologique. J'ai entendu dire que la plage de Las Águilas fait partie des plus belles plages du monde. Oui, elle fait partie des 5 plus belles plages du monde. Oui, parmi les 5 plus belles. Eh bien, d'ici pratiquement jusqu'à Oviedo, c'est une zone de reproduction pour les poissons. Peu profonde, une eau cristalline, beaucoup d'espèces de poissons viennent éclore ici. Et certains pêcheurs utilisent des filets avec des mailles très serrées et ramassent de tout petits poissons en phase quasi embryonnaire. Et ça rend toute une chaîne écologique. Il faut trouver une manière d'informer et d'éduquer les gens et leur faire comprendre qu'ici nous détenons un trésor et qu'il faut le préserver. Originaires du Brésil et du Venezuela, les Indiens Taïnos, les premiers habitants de l'île, étaient aussi un peuple de pêcheurs itinérants.
À la recherche de nouveaux territoires de pêche, ils ont débarqué ici, sur les côtes du parc Yaragua. Un peu plus au nord, coincé entre deux montagnes, le lac Enriquillo est le plus grand lac salé des Caraïbes. On raconte que les chamans taïnos s'installaient ici entre deux rochers pour prier le soleil et implorer les divinités du lac. Le lac Enriquillo a la particularité d'être situé 40 mètres en dessous du niveau de la mer. Mais depuis 2 ans, sous l'effet du réchauffement, Pedro et Mona assistent à une lente montée des eaux qui grignote chaque jour un peu plus les berges et menace tout l'écosystème. Située au centre du lac Enriquillo, l'île Cabritos est le paradis des iguanes, mais aussi des moustiques. Les Espagnols avaient surnommé cet endroit l'enfer. Ça, c'est un arbre typique de l'île Cabritos. On l'appelle la pargata, l'arbre à sandales, parce que ses feuilles ressemblent à des sandales. Ses fruits sont comestibles et les iguanes en raffolent. Pour éviter cela, l'arbre a développé des épines sur son tronc, pour empêcher les iguanes d'y grimper et de manger ses fruits. Historiquement, l'île Cabritos est un lieu important pour la République dominicaine et la région du Sud-Ouest. Ça a été pratiquement l'un des derniers refuges pour les Indiens taïnos qui venaient d'Amérique du Sud et qui vivaient ici avant l'arrivée des Espagnols. Lorsque les conquistadors sont arrivés, les taïnos ont été persécutés et beaucoup d'entre eux moururent. Il y a eu une grande bataille ici dans la zone du Sud-Ouest et de Bauruco. Et le dernier combat a eu lieu ici, sur l'île Cabritos. Ici, c'était une très bonne cachette pour les taïnos, car cette île est très aride et hostile pour les Espagnols, qui n'ont pas résisté au combat. Les Taïnos ne purent rien contre l'histoire en marche. Avant l'arrivée des Espagnols, 1 million d'Indiens vivaient sur l'île et connaissaient la civilisation la plus avancée des Antilles. En l'espace de 50 ans, ils furent exterminés, décimés par le travail forcé, les guerres, les maladies. Au nord-est de l'île, le parc national des Aïtis fut le dernier refuge, le tombeau des derniers Indiens Taïnos. Depuis 25 ans, Pierre Fayet, passionné de leur histoire, bourlingue dans le parc des Aïtis sur les traces de cette civilisation éteinte.
Taino, ça veut dire homme bon. C'est les gens qui étaient bons, qui ne connaissaient pas la jalousie, qui ne connaissaient pas l'envie, et qui vivaient tranquillement jusqu'à l'arrivée de ce fameux 14 octobre 1492 où les Européens ont débarqué chez eux. Les conquistadors avaient, bien entendu, besoin de main-d'œuvre pour la construction des cités, l'extraction de l'or, le travail dans les mines, et donc ont transformé ces pauvres Taïnos en esclaves. Beaucoup ont préféré s'échapper, se réfugier dans des sites comme celui où nous sommes. Ce pétroglyphe représente un murciélago ou chauve-souris qui, dans la tradition indienne, est le symbole de la réincarnation. Les Taïnos croyaient à cette deuxième vie après la mort, sous forme de chouette pour les gens importants et sous forme de chauve-souris que nous voyons là. Donc c'est un peu un des derniers témoignages de ce million d'Indiens qui a disparu entre 1492 et 1530 à peu près. Le chaman est un personnage très important dans la société taïno. Le chaman est un prédicateur, un sorcier et même un médecin. On raconte d'ailleurs que si par la faute de son diagnostic ou de ses soins, un cacique venait à mourir, eh bien le pauvre chaman était enterré vivant avec son patient. Si le personnage en question était moins important et la faute professionnelle était prouvée, eh bien la famille avait le droit de le lapider, c'est-à-dire de le tuer à coups de pierre, pour le punir de son échec. Disséminées dans tout le parc des Aïtiz, difficiles d'accès, ces grottes-refuges possédaient plusieurs issues, qui, en cas d'arrivée des Espagnols, permettaient aux Indiens de fuir dans la mangrove. Nous avons devant nous un pictogramme de baleine à bosse. À l'époque de la découverte, donc il y a 5 siècles, l'époque où les Indiens étaient dans ces grottes, eh bien, il y avait déjà des baleines à bosse dans cette région qui sont là en janvier, février, mars de chaque année depuis la nuit des temps. D'ailleurs, Colomb en fait mention dans son journal de bord lorsqu'il signale au nord de l'île d'Hispaniola la présence de ces baleines. Au-dessus du parc des Aïtiz, la péninsule de Samana, qui s'enfonce dans l'océan Atlantique, accueille l'une des plus importantes concentrations au monde de baleines à bosse. Chaque hiver, dans la baie de Samana,
Environ 1 millier d'entre elles se lancent dans de longues migrations vers le sud, où les eaux chaudes et peu profondes des Caraïbes leur offrent le cadre idéal pour s'accoupler ou donner naissance aux petits conçus l'année précédente. En 1986, sous l'impulsion de Kim Bédal, une Canadienne installée sur l'île depuis plus de 20 ans, la République dominicaine a créé dans la baie de Samana le sanctuaire des mammifères marins. Les baleines à bosse ont 2 foyers. Ici, c'est leur zone de reproduction, où il y a les eaux les plus chaudes de la République dominicaine. Techniquement, ça signifie que toutes les baleines dans l'océan Atlantique sont des citoyennes dominicaines. Elles ont toutes un passeport dominicain. Elles vont au nord pour se nourrir et après, elles reviennent dans cette belle île où elles sont nées. Adelante, mi nieto. Okay, there he is. Nous avons réalisé en 1994, à cause du nombre de bateaux qui venaient pour regarder les baleines, que nous avions besoin de commencer à nous réguler de manière responsable. Donc avec les propriétaires de bateaux, les capitaines, les tours opérateurs, le groupe de conservation, nous nous sommes mis d'accord sur une régulation sérieuse. Cette régulation, nous l'avons comparée à d'autres dans le monde. Et aujourd'hui, elle contrôle le nombre de bateaux, leur distance d'approche et la vitesse à laquelle ils se déplacent dans cette zone. Nous avons aussi décidé d'interdire de se baigner avec les baleines, car il y a des milliers de personnes qui viennent les observer. Avoir des gens dans l'eau serait extrêmement intrusif pour les baleines.